60% de l'oxygène de l'air que nous respirons provient des océans. Au fond des mers, vous avez des métaux de toutes sortes, des quantités qui sont importantes et avec une densité 10 à 20 fois supérieure à celle qu'on trouve dans les mines terrestres. Jusqu'à présent, c'était de la science-fiction, puis ça paraît possible. Les métaux des grands fonds apparaissent de plus en plus comme une ressource qui pourrait être très utile à la survie de l'humanité. Cet océan doit être protégé, ne doit pas être pillé. L'autorité internationale des fonds marins est chargée de travailler sur la rédaction d'un code minier qui essaye de respecter l'équilibre entre la possibilité d'une exploitation et la protection de l'environnement. L'océan est tellement important pour la survie de l'humanité, on n'ira pas si la connaissance montre que l'océan peut être abîmé. Briser ça, c'est faire courir un risque énorme à l'humanité. Écoutez, c'est 15 tonnes par minute. 15 tonnes par minute plastique qui vont dans l'océan. Comment pouvons-nous sécuriser ces métaux critiques sans fragiliser l'océan ? Y a-t-il un précédent où des règles internationales ont fonctionné en matière environnementale ? Si quelqu'un demain brisait la règle du jeu, Francis Vallat, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir chez vous à Paris. Vous savez, sur notre chaîne, on transforme des sujets complexes en idées claires, notamment pour des citoyens français et européens. Pour moi, je suis français et allemand. Et donc, on va discuter aujourd'hui de sujets qui portent sur le maritime. Et justement, l'actualité nous amène à juillet 2025, il y a à peine 3 mois, aux réunions de l'Autorité internationale des fonds marins. Le code minier mondial n'a pas abouti pendant que les États-Unis ont ouvert la porte à des permis d'exploitation et qu'une entreprise a déjà déposé une demande, je crois, une entreprise canadienne. En parallèle, une coalition d'environ une quarantaine de pays soutient une pause de précaution, dont la France et l'Allemagne. Le thème général d'aujourd'hui, vous l'aurez deviné, nous allons discuter de l'exploitation sans menacer l'océan, et si certains freinent, d'autres n'iront-ils pas l'extraire sans eux ? Et qui mieux que Francis Vallat, donc pour en parler, vous êtes membre de l'Académie de Marine, fondateur et président des clusters français et européens, et vous présidez le groupe Grand Fonds Marin au cluster maritime français. Vous avez beaucoup écrit sur la gouvernance et l'équilibre entre développement et protection de l'océan. Allez, on se retrouve pour plus d'infos dans un monde décidément sur le fil. Alors, très simplement, Francis Vallat, à quoi servent concrètement les métaux des grands fonds et pourquoi ce sujet devient géopolitique ? Alors, les métaux des grands fonds apparaissent de plus en plus comme une ressource qui pourrait être nécessaire ou en tout cas très utile au développement du monde et même à la survie de l'humanité. Mais ça n'est pas à ce moment-là. Et il y en a beaucoup dans les grands fonds marins. Donc on se dit, pourquoi ne pas aller les chercher ? Jusqu'à présent, c'était de la science-fiction. Et puis, ça paraît possible, en tout cas techniquement, technologiquement. Et on a suffisamment de connaissances pour savoir que beaucoup gisent dans les grands fonds marins et sont maintenant accessibles, ce qui n'était pas le cas auparavant. Alors vous avez 3 sortes en fait de sources de minerais pour ces métaux. L'une de ces sources, ce sont ce qu'on appelle les nodules polymétalliques, qu'on trouve en particulier par exemple dans les zones de Clipperton, Clarion-Clipperton dans le Pacifique, etc., qui sont des sortes de balles de pamplemousse qui sont très très chargées en métaux et qui sont à des profondeurs de plusieurs milliers de mètres, 5-6 000 mètres, etc. Vous avez ensuite ce qu'on appelle les mélanges sulfurés, qu'on trouve là où les plaques tectoniques se rejoignent, dans le fond des océans. Il y a des sortes de volcans avec des geysers, et dans les fumées de ces volcans, au fond des mers, vous avez des métaux de toutes sortes, en fait, absolument toutes les sortes de métaux, et dans des quantités qui sont importantes, et avec une densité qui, quelquefois, est datée de 10 à 20 fois supérieure à celle qu'on trouve dans les mines terrestres. Et puis vous avez ce qu'on appelle les encroûtements cobaltifères, qu'on trouve dans certaines autres mers, la mer de Polynésie par exemple, où par définition il y a beaucoup de cobalt. Donc très bien, hein.
Mais tout ça, on sait depuis très très longtemps que ça existe. Moi qui suis très vieux, quand j'étais jeune étudiant, je faisais déjà des fiches sur les nodules polymétalliques. Les pères fondateurs de la convention, la plus grande convention maritime qui soit encore en application, la convention de Montego Bay, au début des années 80, avait même prévu un système totalement novateur pour le jour où on exploitait des grands fonds marins, il y ait, dans la mesure où la mer, et ils l'ont défini, c'est eux les pionniers qui ont dit que la mer internationale, qui représente 60% de toutes les mers du globe, la mer internationale, au-delà des mers territoriales, des zones économiques exclusives, c'est au total 72% de la surface du globe. C'est pour ça qu'on parle de la planète bleue. Et 60%, donc, c'est la zone internationale. Et les pères fondateurs ont indiqué à l'époque, et tout le monde a signé, que cette zone internationale, c'était un bien commun de l'humanité. Et en fonction de ce principe, quand les pays riches ou les compagnies des pays riches, un jour peut-être, exploreraient et exploiteraient des minerais, il y aurait une partie qui devrait revenir aux pays en voie de développement. Donc tout ça est très novateur, tout ça est très séduisant, mais comme je le disais, paraissait être de la science-fiction. Et puis il y a eu tellement de progrès, et n'avait jamais été utilisé, n'avait même jamais été envisagé jusqu'à il y a une quinzaine d'années. Et puis il y a eu tellement de progrès, en particulier avec l'offshore pétrolier, etc., que petit à petit, en fait, deux courbes se sont croisées. L'une qui est, grâce à toutes les nouvelles conquêtes technologiques, la découverte qu'on pouvait travailler à des milliers de mètres sous la mer, et travailler de façon de plus en plus sophistiquée, aussi bien pour extraire et peut-être pour protéger. Donc, ça devenait un petit peu plus réaliste. Et parallèlement, vous avez l'autre courbe, qui est le besoin croissant de métaux pour un tas de raisons. D'une part, vous avez l'évolution démographique. Il va y avoir encore 2 milliards, 2 milliards et demi d'habitants de plus sur la planète depuis 2050. Il y a des besoins, etc. Donc les métaux. Il y a toute la révolution de l'Internet, les blockchains, de l'intelligence artificielle qui consomment énormément, et puis surtout les nécessités de la transition écologique qui, dans une première phase, est extraordinairement consommatrice de métaux, et en particulier de métaux rares, les terres rares, mais toutes les sortes de métaux, que ce soit dans les éoliennes ou dans les ordinateurs, les smartphones, les batteries des voitures, etc. Donc très consommatrice de métaux. Donc on s'est dit, tiens, ça devient maintenant possible d'exploiter techniquement, et d'autre part, il y a une croissance des besoins. Les besoins de la Terre sont limités, pourquoi pas regarder du côté des océans. Bon. Ça, c'est la présentation optimiste et, je dirais, positive des choses. Et puis, vous avez évidemment l'autre aspect qui est que l'océan, c'est le poumon de la planète. 60% de l'oxygène de l'air que nous respirons provient des océans. C'est la machinerie climatique, beaucoup plus que, par exemple, toutes les forêts dont on parle tout le temps, l'Amazonie, etc. C'est pas comparable. L'océan, c'est beaucoup, beaucoup plus que ça. C'est simple. Si l'océan, qui est déjà aujourd'hui attaqué, empoisonné, qui souffre, demain venait à être très gravement malade, voire atteint de maladies mortelles, c'est l'humanité qui s'arrêterait de vivre. Donc il faut faire attention, cet océan doit être protégé, ne doit pas être pillé, et évidemment toute activité minière est une activité qui risque d'être fort destructrice. Mais en tout cas, c'est le croisement de ces deux courbes qui a amené à se pencher sur cette possibilité. J'aimerais, avant d'aller sur des cas très concrets, que vous me brossiez très rapidement les règles du jeu mondial. Qui décide, où, et quel calendrier simple pour un citoyen comme moi dois-je retenir? Alors, je vais le faire, mais il faudra quand même que je complète la problématique. Alors, la convention dont je parlais tout à l'heure, de Montego Bay, a créé, et c'est un des rares domaines, si ce n'est le seul d'ailleurs, une organisation internationale rattachée à l'ONU qui s'appelle l'Autorité internationale des fonds marins, en anglais l'ISA, International Seabed Authority, et qui donc a été chargée de travailler en particulier sur l'éventualité, puis la rédaction d'un code minier qui essaye de respecter l'équilibre entre la possibilité d'une exploitation, qui est bien affichée comme étant un objectif possible, et la protection de l'environnement. Cette autorité des grands fonds marins aujourd'hui, qui rassemble 168 pays, et donc... Pour les États-Unis dont les États-Unis, comme toujours avec les conventions internationales, vous savez que les États-Unis
Ils considèrent que c'est un problème de souveraineté et en fait parfois signent des traités mais ne les ratifient jamais. Donc ils sont présents ou indirectement comme observateurs ou je dirais par des faunées ou des pays amis. En tout cas, ils exerçaient une influence et de toute façon, jusqu'à l'arrivée de Donald Trump, s'affichaient comme respectant les règles du jeu qui seraient issues de ce travail de l'AIFM, de l'Autorité internationale des grands fonds marins, et qui donc est en train de réfléchir, c'est un travail absolument énorme, hein, ça fait des dizaines d'années que ça dure, sur la possibilité d'abord, voilà, et ensuite la façon d'encadrer, puis de contrôler dans la transparence ce que serait l'exploitation des fonds marins. Et c'est une grande chance pour le monde, parce que vous avez déjà un tas de pays qui sont très avancés technologiquement, qui ont pris un certain nombre de permis, oui, parce que cette autorité délivre des permis hein, en fonction de cette convention. Vous vous adressez à l'autorité et contre un certain nombre d'engagements, vous pouvez avoir des parcelles de la mer, de l'océan, sur lesquelles vous avez le droit de travailler, vous avez le droit d'explorer, même le devoir, hein, vous vous engagez avec un programme qui doit servir à la connaissance de l'océan et à cette réflexion sur la future exploitation. Dans une mer internationale qui n'appartient à personne. Hein. Voilà, exactement. Hein, c'est pour ça qui est contrôlé par cette autorité internationale des grands fonds marins. Et donc, c'est des recherches se font. Vous avez pour 10 ou 15 ans la possibilité de travailler sur ces zones. Les travaux et les connaissances que vous en retirez, comme ça fait partie de la mer du bien commun, sont communiqués et coordonnés au niveau de l'autorité internationale des grands fonds marins et servent précisément à ce travail effectué en profondeur, qui est un travail absolument énorme, pour voir dans quelles conditions, éventuellement, un jour, il pourrait y avoir exploitation. Et c'est très important et très positif, l'existence de cette autorité, qui d'ailleurs est d'une transparence absolue. Hein, le groupe de travail du cluster maritime français dont je m'occupe, qui travaille d'ailleurs en synergie étroite avec son équivalent allemand, qui est la Deep Sea Mining Alliance en Allemagne, est observateur. Et au même titre que les délégués des États peuvent participer à toutes les séances, possibilité de poser toutes les questions, comme toutes les ONG, comme etc. Bon. Et donc cette agence internationale regroupe, comme je vous l'ai dit, la plupart des pays du monde intéressés et qui, pour l'instant, donc attention au danger Trump, se sont tous engagés à ne rien faire, de ne pas exploiter tant qu'il n'existerait pas ce code international. Justement, on y arrive. Vous avez expliqué tout à l'heure l'importance de ces métaux rares pour un certain nombre d'enjeux peut-être environnementaux, et en même temps on se rend compte de la difficulté de les exploiter proprement. Comment pouvons-nous sécuriser ces métaux critiques sans fragiliser l'océan? Alors, d'abord, la notion de métal critique est très importante. Hein, il faut le dire, j'ai oublié de le dire en introduction. Vous avez ce qu'on appelle aujourd'hui des métaux stratégiques. Alors, la définition étroite du métal stratégique, c'est le métal qui est détenu, ou le minerai qui est détenu par un seul pays ou plusieurs pays, et qui, avec ce minerai, qui peuvent être des métaux très importants aussi pour les industries de défense, etc., pour l'économie d'une façon générale, comme je l'ai indiqué, et qui donc là a un robinet avec lequel, entre guillemets, il pourrait faire chanter le monde. Je vais donner un exemple. Aujourd'hui, la Chine, c'est pas n'importe quel pays, détient à peu près 80% des réserves connues de terres rares mondiales, tous ces lithiums, tous ces métaux dont vous entendez parler, indispensables pour l'économie et la transition écologique. Et si elle coupe le robinet, elle peut, et d'ailleurs elle l'a déjà fait, elle a déjà montré sa force, et si ce robinet est coupé, immédiatement l'industrie automobile s'arrête. Les microprocesseurs, etc. Vous vous rendez compte, tout ce qui fait nos ordinateurs, etc., s'arrête. Métal, donc très stratégique. D'où l'importance de pouvoir éventuellement s'affranchir de la Chine en allant... Par exemple, c'est un exemple, et d'ailleurs on le voit bien, puisque il y a la semaine dernière et la semaine d'avant, la Chine a montré des signes de restriction de vente de terres rares, en particulier vis-à-vis de Trump, et ça a une influence absolument considérable. Autre métal stratégique, le cobalt, qui est détenu à peu près à 80% par le Congo, alors qu'il est un pays moins puissant, etc. Et puis, il y a une autre chose très importante, c'est qu'il y a tellement de consommation de métaux, qu'un certain nombre de métaux qui n'étaient pas stratégiques au sens strict du terme, le deviennent sur un plan économique. Par
par exemple, la rareté, par exemple le cuivre, dont le prix à la tonne de minerai a été multiplié par 10 dans les dernières années, est devenu un métal stratégique. En France, par exemple, je pense que c'est la même chose en Allemagne, c'est ce qui explique que vous avez des piratages de voies ferrées, etc., où les gens récupèrent du cuivre pour le revendre et faire un bénéfice. Alors, je Donc reviens à ma question. c'est des métiers stratégiques. Comment on sécurise ces métaux critiques sans fragiliser l'océan? Et est-ce possible? Alors, c'est tout le débat qui a lieu à l'heure actuelle et pour lequel vous avez un certain nombre de pays qui seraient prêts à y aller en disant bon, on a suffisamment, même si on ne connaît pas aujourd'hui les technologies exactes qui serviront, on sait qu'on aura les technologies pour protéger, quoi qu'il arrive, quoi que monte la connaissance, etc., qui ont envie d'y aller, hein, et simplement pour des raisons économiques, mais qui pour l'instant respectent la discipline de l'autorité internationale des grands fonds marins. Vous avez un certain nombre de pays qui sont très intéressés par cette possibilité, en particulier les pays en voie de développement de tout ce qu'on appelle le Grand Sud, puisque à cause de cette notion de bien commun de l'humanité, ils peuvent espérer avoir un retour de richesse qui est une chance pour eux. Au même titre que les pays riches, ils ont la même oui, possibilité d'exploiter ces... et c'est ce qui explique que quand le président de la République française a dit interdiction totale, un certain nombre de ces pays se sont rebellés en disant mais attendez, vous êtes représentant d'un pays riche, etc., vous nous coupez de toute possibilité au cas où ça pourrait se faire un jour, etc. Et puis vous avez une troisième sorte de pays dont fait partie l'Allemagne, qui sont, on appelle des pays de la pause. Et les pays de la pause s'assoient sur un concept qui d'ailleurs a été défini par le cluster maritime français dont je m'occupe déjà depuis quelques années, ça paraît être un pléonasme, c'est le moratoire conditionnel. Et qui peut se résumer, donc ça c'est les trois sortes de pays que vous avez, et les pays de la pause sont une quarantaine, qui peut se résumer dans une position très simple. On n'ira pas, l'océan est tellement important pour la survie de l'humanité, on n'ira pas si la connaissance montre que l'océan peut être abîmé. On n'ira pas si la connaissance n'est pas suffisante pour dire l'océan sera abîmé ou non, il ne faut surtout pas prendre le risque, mais on n'ira que si on a les garanties que l'océan n'est pas trop abîmé, ce qui n'est pas impossible, d'autant que, je disais, l'océan c'est 71% de la surface du globe, et que vous pouvez tout à fait imaginer que vous avez des sites, parce que ce sont des têtes d'épingle, ces exploitants au milieu de cette immensité, dans lesquels il y aura la possibilité de tout contrôler. Donc c'est pas impossible du tout qu'on y arrive. Mais la querelle est très forte parce qu'il y a toute une partie, je dirais, très idéologique. Les ONG jouent un rôle très important et d'ailleurs tout à fait légitime, et se surveillent l'une l'autre, à qui sera éventuellement la première traître qui admettra l'idée que l'exploration peut être faite. Mais elles évoluent. Alors pas encore tout à fait officiellement, mais je dialogue énormément avec elles, avec le WWF en particulier, et on se rend bien compte que à un moment donné, ça serait aussi criminel d'abîmer l'océan que de dire, alors qu'on a besoin, y compris pour la transition écologique, la transition énergétique elle-même, de tous ces métaux rares, de se refuser cette possibilité de le faire, si on peut le faire sans abîmer l'océan. Donc vous avez tout ce débat qui est là, et vous avez ces trois catégories de pays avec une progression des pays de la pause. Alors pourquoi est-ce que nous disons moratoire conditionnel ? C'est bien simple. Le moratoire, normalement, c'est suspensif, donc en attendant que c'est ce qui paraît être un pléonasme. Aujourd'hui, le moratoire est perçu par beaucoup de gens comme étant une interdiction totale, alors que la notion de conditionnel indique bien que si un certain nombre de conditions sont réunies, à la fois de transparence, de contrôle, de gouvernance, de la manière dont ça se fait, tout ça est travaillé dans le cadre du code minier. Il n'y a pas simplement les questions techniques, il y a aussi la gouvernance, la façon dont les choses seront faites, etc. Et donne des solutions qui sont des solutions acceptables. Il ne faut pas se le refuser non plus, parce qu'on est dans cet étau qui nous force à ce qui a d'ailleurs été toujours le combat de ma vie, à faire ressortir, mais pas d'une façon théorique, pas d'une façon incantatoire, ce concept qui est le seul grâce auquel l'humanité peut survivre, qui est le concept de développement durable. Car on a besoin du développement, absolument.
il y a cette croissance démographique. Vous n'obtiendrez jamais l'adhésion, même aujourd'hui, des générations d'aujourd'hui, au nom du sauvetage des générations futures, si elles ne vivent pas décemment. Et donc il y a des besoins économiques, etc. Donc ça, c'est le développement. Et la durabilité, c'est la protection de la planète. Et in fine, la survie de l'humanité elle-même. Alors Francis Vallat, quel risque géopolitique si d'autres décident d'écrire seuls la règle du jeu? Quel scénario réaliste et comment l'éviter avec des standards communs robustes? Alors, là, c'est l'enjeu, effectivement, géopolitique de tout ce qui se passe à l'IFM et, comment dirais-je, où chacun tient l'autre, mais dans un sens positif, puisque c'est dans cet esprit de développement durable dont je parlais. Et en même temps, il y en a qui ont plus envie que d'autres d'y aller, qui pour l'instant, et merci à l'existence de la IFM, n'y vont pas, mais qui risqueraient fort d'être tentés si quelqu'un demain brisait la règle du jeu, parce qu'on en rentre dans des notions de concurrence économique, de compétition, etc. Et effectivement, c'est très très dangereux, c'est-à-dire que le système tient, mais il risquerait, à mes yeux en tout cas, fortement d'exploser si demain il y avait quelqu'un qui commençait à ne pas respecter la règle du jeu. Et c'est d'ailleurs intéressant parce que on pense immédiatement à la position de Trump, qui est au seuil de l'été. Non, pas du tout légitimement Pas à mes yeux. légitimement. Ah non, Avec la Chine, par exemple, et le chantage de la semaine dernière, par exemple. Est-ce que légitimement, Trump non, ne peut mais pas dire, bah voyez, j'ai pas le choix, il faut Non, que j'y aille. mais que la préoccupation soit légitime, elle est celle de tous les pays, et c'est bien pour ça qu'il y a il y a comment dirais-je, une opinion majoritaire pour dire il faut regarder le sujet, etc. C'est entre autres, non seulement pour avoir suffisamment de ressources pour faire face au développement de l'humanité et à sa survie éventuelle du fait de la transition écologique, mais c'est aussi pour ne pas être soumis à la pression et au chantage politique. Donc ça, c'est absolument légitime. Et c'est pour ça que ce travail se fait avec l'AIFM et un comportement raisonnable, je dirais pour l'instant, des uns et des autres, y compris de la Chine, sur le plan des terres rares, qui ne fait pas chanter le monde. Elle a ce pouvoir depuis... c'est un pouvoir absolument énorme. Demain, si la Chine dit, je dis n'importe quoi, elle a beaucoup de pouvoir sur ce plan-là, y compris vis-à-vis des États-Unis. C'est par exemple le pays qui détient le plus de réserves en dollars. Si elle décidait de tout vendre d'un seul coup, des American Bonds, elle pourrait tuer le dollar. Ça ne serait pas son intérêt, parce qu'elle a intérêt à avoir des clients, hein, n'oublions pas. Donc il y a un équilibre subtil entre la responsabilité de la part de la Chine, qui pour l'instant donc joue un jeu raisonnable, et puis effectivement ce pouvoir qu'elle a, et les débouchés économiques que ça lui offre. Donc chacun a des intérêts contradictoires qui fait que le système tient. Mais s'il y en a un qui le déséquilibre, à ce moment-là on peut rentrer dans un processus évidemment qui serait très difficile à contrôler, d'où l'inquiétude très forte, et paradoxalement d'ailleurs une réaction positive qui a pu être déclenchée par cette attitude des États-Unis, qu'il faut résumer quand même. Hein. Les États-Unis, d'un seul coup, ont dit, bon, ben écoutez, moi c'est très bien, mais de toute façon, dans mes eaux territoriales ou dans ma zone économique exclusive, je fais ce que je veux, donc je vais faire ce qu'il a le droit de faire, mais pour l'instant, grosso modo, l'ensemble des pays s'abstient, puisque justement veut faire les choses proprement, et que tout ce travail, au fond, qui est fait pour les eaux internationales, servira aussi pour les eaux internationales. Mais en plus, dit-il, j'ouvre la possibilité de donner, moi, des permis, à la place ou en plus de ce que peut donner l'autorité internationale des grands fonds marins, pour mes intérêts supérieurs, pour avoir mes terres rares, pour l'indépendance et la souveraineté des États-Unis. Et donc c'est là, il y a une sorte de légitimité, mais en même temps un risque d'irresponsabilité absolue, puisque au nom de la sauvegarde de la planète, etc., tout le monde s'est mis d'accord pour essayer d'avancer d'un seul rang. Donc vous voyez bien que briser ça, c'est faire courir un risque énorme à l'humanité, et c'est une position unilatérale extraordinairement dangereuse, qui au surplus est illégale. Puisque autant, effectivement, ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans leur zone territoriale et dans leur zone économique adjacente, autant le principe même du droit international, c'est une mise en cause fondamentale du droit international. Le principe même du droit international, c'est que quand une convention internationale a été adoptée par suffisamment de pays, pour résumer
schématiquement, puis ratifiée donc par ce même nombre de pays, et elle s'impose au reste du monde, y compris ceux qui n'ont pas ratifié. Sinon, le système universaliste et multilatéral ne peut pas marcher. Et c'est toujours, jusqu'à présent, ça a toujours été respecté. C'est un des points essentiels de l'équilibre du monde. Dans le domaine maritime, il y a une convention qui a été adoptée avant l'été, qui s'appelle la BBNJ, c'est Biodiversity Beyond National Jurisdiction, c'est-à-dire la protection de la biodiversité en haute mer. Bon, elle est rentrée en vigueur, elle va rentrer en vigueur en début 2026 pour tout le monde, parce que plus de 60 pays l'ont voté. Bon, c'est ça le système. Donc on ne peut pas être un pays, en plus le plus grand pays du monde, et dire, moi, le système international, je m'en fous, et dire, dans les zones internationales, mes sociétés ou les sociétés nommées par l'Amérique pourront en faire ce qu'elles veulent. Je ne sais pas si je suis clair, mais c'est un danger absolument énorme. Mais l'intérêt, c'est de voir aussi quelle a été la réaction. On aurait pu penser que la Chine, le Japon, la Corée, vous avez à l'heure actuelle une trentaine de permis qui ont été délivrés, y compris par des pays importants, eux-mêmes puissants économiquement, réagissent en disant s'ils font ça, on va faire pareil. Ce n'est pas du tout ce qui s'est produit. Au niveau de l'autorité internationale des grands fonds, tous ces pays se sont rebellés, entre guillemets, au sein de l'Agence internationale des grands fonds pour dire que le risque que représentait la position américaine était insupportable, etc. Et donc, ce sont... Peut-être pour des raisons aussi un peu tactiques. Tant mieux, si la stratégie stratégique qui va dans le bon sens. Mais je pense que c'est... Oui, il y a des motivations positives et négatives, mais imagine-t-on non, je pense que c'est plutôt une réaction vertueuse. Alors, est-ce qu'elle sera suffisante pour bloquer Trump? Ça, Alors justement, j'aimerais revenir sur ces règles auxquelles vous avez fait référence. On peut être sceptique en fait sur la capacité d'édicter des règles et qui peuvent être efficaces. Est-ce qu'il y a un précédent que vous connaissez où des règles internationales fortes ont fonctionné en matière environnementale? Oui, il y en a qui sont très significatives et je vous remercie de me poser la question parce que c'est très important, aussi bien vis-à-vis des gouvernants, vis-à-vis des populations que surtout vis-à-vis des jeunes, parce que ça montre, alors qu'on pense que le problème, on ne peut pas le régler, c'est un problème énorme que nous abordons, eh bien on peut trouver des solutions et il y a des précédents. Absolument. Les gens de mon âge et même encore un petit peu plus jeunes se souviennent qu'il y a, je dirais, une vingtaine d'années, une trentaine d'années, on était très très anxieux sur l'avenir de la planète, de la vie sur la planète, pas simplement des hommes, de la vie sur la planète, parce que la couche d'ozone qui entoure donc notre planète se trouait, était percée, et le trou s'élargissait chaque année, ne protégeant plus la planète des rayons solaires. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans le système, mais la conséquence pouvait être l'interruption, la mort de la vie sur la planète. Et chaque année, ce trou s'agrandissait de façon absolument énorme, en particulier du fait de l'action anthropique, de l'action des hommes, et on ne savait pas comment l'arrêter. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que les scientifiques ont attiré l'attention, les pays, les gouvernants, les instances internationales s'en sont mêlés, et on est arrivé finalement à un accord en prenant un certain nombre de mesures extrêmement contraignantes, la limitation d'un certain type de gaz dans les appareils ménagers, enfin des choses qui n'étaient pas faciles à organiser. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation alors que nous étions désespérés. On était vraiment très très inquiets, on oublie. Vous savez, on oublie les trains qui marchent. C'est toujours pareil. Oui. Alors, on a oublié qu'on avait réglé ce problème, qu'on avait su le régler. Et aujourd'hui, la couche d'ozone se reconstitue à une telle vitesse, environ 2 fois la surface de l'Inde chaque année, qu'on peut considérer qu'elle sera totalement reconstituée 2050 ou 2060. Or, ça paraissait être un combat perdu d'avance. Vous avez un deuxième exemple, qui sont la pollution de toutes les eaux européennes par les dégazages, les déballastages des pétroliers, etc. C'était véritablement, il y en avait des centaines, voire des milliers par an. Aujourd'hui, vous en avez 2 ou 3 par an, parce que un certain nombre de pays, sous l'égide de l'Union européenne, ont développé, ont travaillé ensemble pour développer les moyens de surveillance, de contrôle, les sanctions, etc. Et on a trouvé des solutions.
Alors, cela dit, évidemment, rien n'est jamais gagné, parce qu'on est en train de vivre aujourd'hui un exemple contraire, qui est celui du plastique dans l'océan, qui attaque l'océan et qui risque de le tuer, et pour lequel on a identifié en 2022 au niveau international, donc c'est en 2020, au niveau international, le risque que l'océan meure du plastique. Hein. Vous avez aujourd'hui 10 millions de tonnes de plastique par an qui vont dans l'océan. Ça représente quoi par jour, ça? Écoutez, c'est 15 tonnes par minute. 15 tonnes par minute de plastique qui vont dans l'océan. Hein. Ça, c'est notre plastique, c'est notre consommation. C'est notre consommation, ça vient de la Terre. Tout ça, ça vient par les fleuves, etc., dans l'océan, à 90%. Mais on recycle du plastique. En Allemagne, on a une poubelle plastique. Mais pas du tout. Aujourd'hui, au niveau mondial, on recycle 10% du plastique. Vous en avez 20% qui restent dans la nature, 50% qui est stocké de façon plus ou moins contrôlée. Donc non, pas du tout. Non, on ne recycle pas, et c'est bien une question de rythme. On progresse dans le recyclage, mais beaucoup moins vite que le plastique qui arrive dans l'océan. Donc on s'est rendu compte de cette urgence. En 2022, les États ont décidé, toujours sous l'égide de l'ONU, de trouver une solution, de se mettre d'accord avant fin 2024, comme on l'avait fait pour l'ozone. On n'y est pas arrivé. Et encore en août dernier, donc en 2025, on a dit mais c'est une rencontre de la dernière chance, on va le faire. Il y a eu des discussions à Genève. On n'y est pas arrivé parce que les pays producteurs de pétrole, etc., qui ont intérêt à bloquent le système. Alors j'espère qu'on y arrivera. Il y a des exemples de victoires qui doivent donner le moral, et puis d'autres exemples plus négatifs. J'espère qu'on y arrivera pour le plastique. Donc c'est un combat permanent, hein, c'est la vie, hein, mais voilà. D'accord. Alors, on a évoqué légèrement Trump, et on constate depuis Trump 2 que le multilatéralisme recule, que ce soit avec l'Organisation mondiale du commerce, avec l'OTAN, par exemple. Est-ce que devant je ne sais pas si c'est des coups de butoir, mais vous avez dit que tout à l'heure, les États-Unis étaient observateurs de ce qui se passait dans des organisations comme celle que vous présidez. Est-ce qu'on a un moyen de brider les ambitions de Trump? Alors d'abord, je précise que je ne préside pas la IFM, l'organisation en question, et que je suis président fondateur des clusters dont vous avez parlé, et simplement président du groupe de travail maintenant sur les grands fonds marins. Alors, le risque pour le multilatéralisme, qui est la seule solution, parce que toutes ces questions maritimes, mais comme beaucoup d'autres, comme ça concerne la Terre entière, 71% de la surface du globe, etc., on ne trouvera de solution que si elles sont universelles. Sinon, on crée des différentiels de compétition, etc. Il faut que tout le monde avance d'un même pas, sinon ça ne marchera jamais. Et pour ça, il n'y a qu'un seul outil, c'est le multilatéralisme, avec toutes ses imperfections, etc. Alors, pas celui de l'OTAN. L'OTAN est un multilatéralisme particulier. Là, je parle bien du multilatéralisme devant déboucher sur des mesures universelles. Mais écoutez, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y en a pas. Il faudrait qu'il y ait un gouvernement mondial, et ça n'existe pas. Donc le multilatéralisme, c'est se mettre d'accord tous ensemble et pour dégager des solutions. Donc la grande crainte aujourd'hui, et à mon avis la grande irresponsabilité de Donald Trump, et je ne fais pas de l'antitrumpisme facile, il faut, comment dirais-je, raison garder, être toujours mesuré dans ses analyses, mais pour l'avenir du monde, c'est effectivement ce mépris absolu pour le multilatéralisme. Et à tout prendre, je préfère 10 fois qu'un pays comme la Chine démontre dans un certain nombre de domaines, pas dans tous, je le sais bien, hein, évidemment, hein, mais sa volonté, qui sont toujours, si vous regardez bien, ceux qui concernent l'avenir de la planète et de l'humanité. Il n'y a aucun doute. La volonté d'une approche multilatérale, je n'ai peut-être pas le temps de le démontrer aujourd'hui, mais ça existe dans bien des domaines. On passe notre temps à montrer les Chinois avec le président de la Corée, avec Poutine, etc. Il faut voir ce qu'ils font sur le plan multilatéraliste. C'est d'ailleurs un des grands pays qui, avec la France, se bat le plus pour le multilatéralisme, au moins dans un certain nombre de domaines. Et puis de l'autre côté, ce grand pays, porteur pourtant de tellement de choses, en fait, dans sa tradition, bafoué ce multilatéralisme avec un slogan qui est celui de America First quand même. Hein. Donc, et ces coups de boutoir... America First, c'est-à-dire avant même avant la Terre, les humains... Avant tout. Et on en a une preuve aujourd'hui. Vous avez en ce moment même, aujourd'hui, où nous parlons à Londres, des réunions très très importantes de l'Organisation maritime internationale pour réduire puis éliminer les émissions de gaz
dans le transport maritime, ce qui est un enjeu absolument phénoménal. Jusqu'à l'arrivée de Trump, il participait aux discussions, etc. Aujourd'hui, Trump a dit, parce que c'est pas bon pour l'économie, je ne caricature pas, c'est véritablement, la position, elle n'est pas, c'est pas bon pour l'économie de faire ça, et en particulier pour l'économie américaine. Donc, tous les pays qui adopteront ce texte, il y a une majorité de pays, pour diminuer les émissions de gaz, ne seront pas bienvenus dans les ports américains, seront taxés, n'auront pas de visa, etc. Donc, il faut un chantage énorme pour que ça ne s'applique pas. Et ça, c'est évidemment un danger absolument, enfin, tout à fait irresponsable pour l'avenir du monde et de l'humanité. Et là, il faut s'y opposer, et on n'a pas le choix, il faut aller vers la confrontation avec Trump. Il faut, là, je lisais ce matin, avant que vous arriviez, les dernières nouvelles de ces discussions qui ont lieu à Londres. Apparemment, la majorité de pays qui veut malgré tout que cette convention, que cette mesure soit prise, tient bon. Hein, c'est pas encore gagné, et il ne peut pas y avoir autre chose que confrontation. Ou alors, c'est consentir au nom d'impératifs à court terme du pays le plus puissant du monde, à faire planer une menace de plus en plus élevée sur l'avenir de l'humanité. Donc il n'y a pas le choix. On va passer à une rubrique avec des questions flash, 10-15 secondes simplement. Pas la peine de trop développer, c'est une rubrique qu'on appelle au bout du fil. Si vous ne gardez qu'une priorité dès demain, vous choisissez quelle mesure concrète ? Je ne sais pas si on peut parler de mesures, mais je pense que c'est très très important, et ce n'est pas parce que je fais partie de ce monde-là, mais c'est parce qu'en faisant partie, je suis conscient de ce qui se passe. Faire mieux ressortir, se battre plus, mettre plus en avant la priorité qui doit être donnée à l'océan, qui est la clé de la survie de l'humanité, mais véritablement. Donc tout ce dont nous venons de parler, il faut, comment dirais-je, le vulgariser, parce que on ne sauvera pas la Terre contre l'homme, mais avec l'homme. Donc pour ça, il faut qu'il réalise, il faut qu'il soit conscient. Comme toujours, tout démarre à partir de la prise de conscience, et c'est encore véritablement trop sous-estimé. Quelle garantie, selon vous, est la plus importante à exiger d'un industriel avant toute activité ? Alors ça, je pense que, d'une façon générale, sauf encore aux États-Unis, où j'ai l'impression que c'est en train de se relâcher, ce qui se fait à l'heure actuelle est vertueux. C'est-à-dire qu'aucun projet industriel important ne puisse être entrepris sans qu'ait été fait un état des lieux, une analyse du point zéro du projet qui doit être pris, de façon à s'assurer à pouvoir contrôler que la notion de développement durable est respectée. C'est-à-dire que le projet en question permet de répondre à la nécessité économique, mais sans mettre en cause l'environnement. Et ça, on y arrive quand même. Hein. Ça se fait de plus en plus. Dernière question, l'erreur de lecture la plus fréquente quand on parle d'exploitation des fonds marins ? Ouais, c'est de considérer qu'elle est acquise. Et puis, vous avez deux erreurs contradictoires. Celle de penser, après tout, ça peut bien se faire, on en a tellement besoin. Eh bien non, si on abîme trop l'océan, il faudra malgré tout pas le faire. Je ne vois pas très bien ce qu'on trouvera comme autre solution, mais en tout cas, il faut repousser. Non, au coup de l'erreur est très simple. Penser que c'est possible et qu'on peut y aller sans abîmer l'océan, ou y aller en prenant le risque, ça c'est une évidence, il ne faut pas le faire. Et puis d'autre part, l'erreur exactement contraire, qui est de dire, alors qu'il y a cette possibilité qui peut-être peut un jour disponible dans un contexte de protection de l'environnement, y renoncer alors qu'elle apporte tellement de solutions. D'accord. Ah oui, ok. Donc il y a une tension entre les deux, en fait. Ah bah oui, bien sûr. On va passer à la rubrique à fil tendu. Pareil, des réponses courtes, mais encore plus courtes, puisque idéalement, il faudrait répondre par oui, non ou Yann. Alors Yann, il faut que je précise le concept, vous êtes germanophone, et ce mot-là est vraiment utilisé, c'est une espèce de mouais, mais pas vulgaire, c'est-à-dire que c'est pas aussi binaire que ça en a l'air, et justement, je pense qu'on est dans la tension. Alors, pour la France, donc oui, non ou Yann. Pour la France, mieux vaut perdre des permis d'exploitation que d'exploiter sans règles robustes. Oui. Le monde... Oui, mais c'est une question quand même, si je puis dire, véritablement tordue. Hein. Le monde peut se passer des réserves des grands fonds marins.
J'ai du mal à le penser. Donc c'est Yain. Oui. Nous avons besoin des métaux rares, des grands fonds marins pour sauver la planète. Oui, dans l'état actuel des choses, au stade actuel, c'est ce que je pense. Autre rubrique, vous leur dites quoi? 3 questions. Vous leur dites quoi à des parents inquiets pour leurs enfants face à ces sujets environnementaux? Qu'ils se battent, poussez-les à se battre et montrez-leur que vous vous battez vous-même. Et à des enfants qui découvrent ce monde inquiétant, vous leur dites quoi? La vie est compliquée, elle l'est sur tous les plans, mais elle vaut le coup d'être vécue. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire, on ne perd que les combats qu'on livre pas, et il arrive d'en gagner de très importants. Et vous, en tant que père et grand-père, vous vous dites quoi quand vous voyez tout ça? On n'a pas le choix, la vie. Donc il faut être suffisamment pessimiste dans l'analyse et optimiste dans le combat. Très bien. Francis Vallat, merci beaucoup. Avant de terminer, je voudrais présenter 2 livres. Le premier que vous avez écrit avec Isabelle Autissier, qui est publié chez Bayard, Notre avenir s'écrit dans l'océan, qui est un plaidoyer clair pour une gouvernance mondiale de l'océan qui concilie développement et protection avec des engagements concrets de transparence et de contrôle. Et puis, un autre livre plus inattendu, c'est un roman, Le vent de l'absolu. Alors moi, je l'ai lu en 2 jours, j'ai adoré. On retrouve bien sûr le maritime, puisque ça se passe près d'Étretat. Et puis pour un musicien un peu comme moi, vous découvrirez, moi je ne le connaissais pas du tout, c'est la marche de l'empereur. Non, c'est Le concerto de le l'empereur. concerto de l'empereur de Beethoven. Ça dure 45 minutes, c'est formidable. Enfin, en tout cas, je le recommande. Merci beaucoup. Merci, Francis merci Vallat, à vous, de merci. m'avoir invité aujourd'hui. Si vous avez des questions ou si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les poster en dessous la vidéo. Je les lis tous. Merci et à bientôt. Merci à vous. Merci d'avoir suivi cet entretien jusqu'au bout. Ça, c'est mon autre chaîne principale qui s'appelle Sur le fil, où vous pouvez retrouver des vidéos didactiques touchant de sujets géopolitiques. Elles sont vraiment incroyables, ça vaut le coup d'y jeter un œil. À bientôt.